c'est possible de faire des médicaments éco-responsables. La mère de famille, dans quelques années, elle pourra soigner sa famille avec des médicaments 100% naturels. Plus il y a de gens, plus il y a d'expertise, plus il y a de sujets qui sont traités. Et effectivement, les shifters, c'est un joli truc. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 27 de Good Manufacturing Podcast, le podcast qui extrait les bonnes idées de l'industrie pharmaceutique. Alors aujourd'hui est un grand jour. C'est un grand jour car je me fais plaisir. Bon, c'est pas pour ça que c'est un grand jour, sinon ma vie serait bien triste. Mais non, aujourd'hui c'est un grand jour parce que c'est le premier épisode d'une série d'épisodes que je vais consacrer aux leviers qui vont permettre de réduire l'empreinte carbone de l'industrie pharmaceutique. Bref, on va parler concrètement de ce qui est possible de faire. C'est un sujet qui, je pense, va prendre de plus en plus de place dans les prochaines années. Un sujet qui intéresse de plus en plus de personnes, mais qui au final concerne tout le monde. Et donc, avec moi pour ce premier épisode, l'homme qui est né avec un kit de petit chimiste, Romain Benoît. Romain Benoît, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et aujourd'hui, nous avons un invité, Nicolas Tess, qui est directeur scientifique de Septéos, si c'est bien ce que j'ai noté. C'est ça, de Septéos et de Sylvéos. Septéos et Sylvéos, deux entreprises. Il a un parcours étonnant que nous verrons dans un instant. Nicolas, comment ça va? Ça va bien aujourd'hui. C'est ta première expérience de podcast? Oui, première. Top. Bon on va essayer qu'elle soit bonne, qu'elle soit agréable. Et si tout le monde est prêt, je vous propose de commencer par la news. Alors, pour cette news, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est une news de chez Sanofi, qui est en rapport avec le thème du jour, parce qu'à Val-de-Reuil, donc c'est le plus grand site de production de vaccins d'Europe, Sanofi développe, c'est ce qu'ils mettent dans leur communiqué de presse qui date, c'est un peu vieux quand même, ça date des vacances, ça date de fin juillet. Ils disent qu'ils développent l'éco-conception du packaging de ces vaccins en intégrant progressivement un emballage 100% carton sans plastique. Et donc c'est un projet qui vise d'ici 2027 à qu'il n'y ait plus de plastique pour le packaging de tous les vaccins de Sanofi. Et donc ça représenterait 300 tonnes de PVC en moins chaque année, ce qui est pas mal. Et du coup, il travaille également à la réduction des volumes des boîtes pour pouvoir mettre jusqu'à 50% en plus de vaccins sur leur palette, donc 50% de palettes en moins à transporter. Et donc, au total, ce projet devrait éviter le rejet de 7000 tonnes d'équivalent CO2 par an. Donc, c'est un projet, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un projet qui s'intègre dans un grand plan, un plan de stratégie industrie verte. Donc, Sanofi dépense entre 3 et 400 millions d'euros par an, dont 50 millions d'euros dédiés à la décarbonation des sites industriels dans les 3 prochaines années en France. Donc, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Moi, j'avais entendu parler qu'il se passait des trucs là-bas parce qu'il y avait eu le gouvernement qui s'était pointé et tout sur une nouvelle ligne de vaccins, mais je savais pas que c'était là. Ils ont rouvert. Non, ils ont fait pas que ça. Du coup, là, à Val-de-Reuil, ils ont rouvert un énorme truc. J'ai pas les chiffres en tête là, mais ils ont ouvert des lignes de production en plus. Ils ont augmenté leur production. Je crois ils ont doublé leur production ou quelque chose comme ça. Enfin, ils ont fait pas mal d'investissements dans la Val-de-Reuil, ouais. Et toi, Nicolas? Ouais, j'avais entendu qu'au niveau global, ils avaient décidé de se défaire des packaging plastiques. Ça va être intéressant de voir comment ils vont faire parce que ce soit pour la stérilisation, notamment pour les vaccins, je suis curieux de savoir comment ils vont garantir. C'est clair. Parce que ça va être intéressant. Franchement, c'est quand j'ai lu ça, je fais mais comment ils peuvent emballer? Enfin, ça a dépassé un peu mon niveau de compréhension de comment on fait pour faire du packaging de vaccins sans plastique. Ça sera vraiment zéro plastique ou ça sera comme les gobelets carton où t'as une pellicule de plastique tout autour? Il est marqué intégration progressive d'un emballage carton 100%
et sans plastique. Ok. 100% sans Balèze. plastique. Ouais, après, ça veut dire qu'ils vont devoir repasser à l'oxyde d'éthylène ou des trucs comme ça, parce que tu vas pas stériliser à la vapeur du carton. Donc, ouais, ça va être marrant. En tout cas, ouais, ça m'a l'air d'être un projet ultra intéressant. J'espère que ça se trouve, vous trouverez quelqu'un pour venir nous en parler ici. En tout cas, bon projet, donc j'aime bien. Alors, si vous n'avez pas plus de questions que ça, on a été rapide sur eux. C'est une petite news parce que je savais que ça allait, on avait un bon programme derrière. Si vous n'avez pas plus de questions que ça sur cette news, je vous propose de passer au plat de résistance du podcast, l'interview de Nicolas. Alors, aujourd'hui, nous recevons Nicolas pour nous parler de éco-conception, un sujet qu'il maîtrise plutôt bien, car comme vous l'avez entendu, il a deux entreprises, directeur scientifique de deux entreprises. Et donc avec Nicolas, on s'est rencontrés par l'intermédiaire des Shifters. Donc les Shifters, c'est une association loi 1901 créée en 2014. Et donc le but des Shifters, c'est de apporter un soutien bénévole au centre de réflexion qui s'appelle The Shift Project. Je sais pas si Romain t'en a entendu parler. C'est la bande à Jean Covici. Ouais. Voilà, c'est la bande à Jean Covici, exactement. Voilà. Donc c'est un think tank qui œuvre pour la décarbonation de l'économie. Et donc le réseau Shifter, en fait, c'est des professionnels un peu de tous bords. Donc il y a plein de gens avec plein d'expériences très diverses. Et donc moi je suis rentré au CT Santé. Donc c'est le comité de travail, je crois que c'est CT. Cercle thématique santé. Cercle thématique santé, voilà. Et donc là, quand tu rentres là-dedans, tu découvres franchement une diversité de gens incroyables. Il y a des médecins, il y a des pharmaciens, il y a des infirmières, il y a tout un tas de personnes comme ça qui travaillent activement et qui font de la recherche, de la veille, de la présence, des conférences, tous autour de la décarbonation du système de santé. Donc c'est absolument top, on rencontre plein de personnes. Et donc ça permet de s'informer, de débattre, de se former sur la décarbonation. Même il y a plein de formations internes hyper intéressantes. Et tout ça, donc c'est animé, tout est fait par les bénévoles. Et donc le but, c'est de diffuser après les idées et travaux du Shift Project au sein des différentes communautés, différents réseaux. Donc ça, c'est vraiment un super endroit si jamais vous voulez ou travailler sur le sujet ou rencontrer des personnes qui partagent un petit peu votre centre d'intérêt là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Nicolas, mais c'est vraiment un super. Enfin, moi, j'y suis rentré parce qu'effectivement, on est tous en réflexion sur ces sujets d'éco-responsabilité. Il y en a certains qui s'en foutent, mais bon, c'est pas pour ça. Mais globalement, il y a quand même beaucoup de bonne volonté. Et l'idée, c'est quand même de rencontrer les gens, y compris dans des espaces qui sont un peu inattendus. C'est vrai que la pharma, c'est pas le premier truc qu'on associe à l'éco-responsabilité. Et en fait, comme toute activité industrielle, il y a de quoi faire, et surtout avec le jetable qui est quand même dans notre industrie hyper développé du fait des contraintes de contrôle, etc. Donc, et c'est pour ça qu'ils ont d'abord commencé à travailler les Shifters sur tout ce qui était hospitalier, puisqu'effectivement il y a des réflexions énormes sur tout ce qu'ils utilisent en jetable. Maintenant à l'hôpital, tout est jetable, il y a quasiment plus rien qu'on réutilise, quoi. Même les scalpels, c'est jetable, quoi. Alors, il y a peut-être moyen de faire autrement, mais les haricots, tout ça, tout est jetable maintenant. Il n'y a plus rien qu'on lave. Ah, ça en carton, je me souviens d'avoir vu ça, ouais. Donc effectivement, c'est principalement là-dessus qu'ils ont travaillé au début, et puis petit à petit, plus il y a de gens, plus il y a d'expertise, plus il y a de sujets qui sont traités, et effectivement, les Shifters, c'est un joli truc, donc tous ceux qui ont envie, faut y aller, quoi. Eh bien, du coup, on va commencer pour savoir, parce que là, maintenant que on a commencé à pressentir ton expertise, les gens meurent d'envie, d'en savoir plus sur toi. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement et dire quel est un petit peu d'où tu viens, quoi?
Donc moi, Nicolas, j'ai 42 ans, on a 4 enfants avec mon épouse, voilà, on est des citadins en région parisienne, on va dire ça comme ça. Ouais, donc mon parcours dans l'industrie pharma, donc moi j'ai travaillé, donc j'étais diplômé à Lille, et j'ai un parcours un peu particulier parce qu'en fait j'ai travaillé beaucoup en officine en 2e, 3e année, et en fait quand j'ai fait mon stage industrie de 3e année que j'ai fait chez Mako Pharma, j'ai commencé à travailler chez eux en fait. J'ai travaillé à temps partiel tout le reste de mes études chez Mako Pharma. Et donc en fait je bossais quasiment à 4/5e. Donc Mako Pharma, c'est vers Auxerre. Non, c'est à Tourcoing. Mako Pharma. Moi j'étais dans l'unité de perfusion qui a changé de nom d'ailleurs. Maintenant c'est je sais plus comment ça s'appelle, mais qui a été revendu. Et donc moi je m'occupais de la perfusion, donc c'était du médicament, puisque les sociétés de perfusion sont de médicaments. On vendait en gros de l'eau propre, quoi. Ouais. Donc, on vendait de l'eau stérilisée, donc c'était assez intéressant parce que du coup j'étais dans le monde du médicament et le monde de la stérilisation. Même si stériliser était facile à stériliser, puisque stériliser de l'eau c'est quand même pas très très compliqué. Et ça passe, mais j'ai découvert là-bas, je faisais du contrôle qualité, tous les soucis de pattes d'arthropodes, de tous ces trucs-là qu'on récupérait, du fait de l'électricité statique sur les poches. Donc voilà, j'ai bossé là-dedans, et puis après j'ai fait une thèse de finance avec un prof qui avait créé la CEREB, donc l'une des premières boîtes de biotech. Et donc j'ai fait une thèse de finance avec lui, et j'ai bossé à la Société Générale. Tout arrive. Et non, j'étais à la Société Générale parce qu'à l'époque, en fait, Aventis avait un fonds d'investissement, et ce fonds d'investissement, la gestion était déléguée à la Société Générale. Donc on était dans l'entité qui s'appelle Ziam, qui a disparu maintenant, qui était l'asset management. Et donc à l'intérieur de l'asset management, ils avaient une partie biotech en fait. Et donc j'ai fait ça. Après, parcours dans l'industrie, j'ai bossé classique dans une grande boîte américaine, et puis ensuite j'ai créé ma société, quoi. Et alors cette société, enfin voilà, qu'est-ce que c'est exactement pour qu'on puisse. Alors en fait, ce que c'est, donc moi en fait quand je travaillais en officine, donc dans mes premières années, je vendais des préparations officinales à base de plantes, et donc on faisait des préparations à base d'huile essentielle. Et le fait est qu'on avait énormément de retours positifs des patients qui étaient satisfaits de l'activité. Et en fait, moi, ça m'avait quand même bien chiffonné l'esprit à l'époque, en disant qu'on ça se fait que en mélangeant 3 gouttes sur la silice, on arrive à soigner des gens. Ça me paraissait un peu fascinant, voire excessif. Et en fait, le fait est que ça fonctionnait très bien, y compris pour des pathologies dans lesquelles il y a peu ou pas de placebo, comme la cystite, etc. Et donc petit à petit, j'avais mis ça dans un coin de ma tête en disant un jour il faudra que je réexporte, parce que c'est quand même bizarre que ça marche aussi bien, alors qu'il y a des tas de gens dans le métier qui disent non, c'est de la plantouille, ça marche pas, quoi. Et c'est comme ça en fait que quand je me suis lancé, je suis revenu sur cette idée-là en me disant c'est pas possible que ça marche aussi bien sans que ça se sache plus en fait. Et du coup, j'ai décidé de recréer donc tout le savoir-faire sur les huiles essentielles, et j'ai commencé mon activité dans Sylveos, donc qui fait des médicaments traditionnels. J'ai commencé par 1 an et demi de bibliographie, et je n'ai fait que lire. J'ai été dans toutes les bibliothèques qui avaient le dépôt légal. Donc j'ai fait le dépôt légal à la bibliothèque interuniversitaire de médecine à Paris, et de pharmacie à Paris aussi, puisqu'ils ont je sais plus 600 et 500 000 bouquins. Et puis après, je suis allé à Sainte-Geneviève, qui avait le dépôt légal. Sainte-Geneviève, c'est à côté du Panthéon. Et en fait, c'est eux qui avaient le dépôt légal jusqu'à 1970 ou un truc comme ça. Et donc, ils ont une somme d'ouvrages anciens très importante. Et tout n'a pas été transféré à la bibliothèque François Mitterrand. Il y a une bonne partie, notamment les ouvrages scientifiques, qui sont restés en fait à Sainte-Geneviève. Moi, voilà, pendant quasiment 1 an et demi, j'étais 5 à 6 jours sur 7 en bibliothèque à relire de façon frénétique et méthodique tous les ouvrages sur les huiles essentielles. Et c'est comme ça que j'ai tiré la pelote, en fait, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces produits qui étaient très utilisés dans les maladies infectieuses jusqu'à l'arrivée de la pénicilline. La pénicilline, c'est l'arrivée commerciale de la pénicilline, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, avant ça, on faisait plein de choses pour les antibiotiques, pour soigner les maladies infectieuses. Ce qui est très amusant, c'est qu'on retrouve dans les ouvrages anciens des tas de solutions qui sont complètement oubliées aujourd'hui, et qui finalement fonctionnent, quoi.
Donc c'est assez surprenant. Et il y a d'ailleurs des choses qu'on utilise encore chez l'animal aujourd'hui. On a arrêté de les utiliser chez l'homme pour des raisons parfois de toxico qui étaient légitimes ou pas. Mais voilà, les plus anciens d'entre nous savent très bien que pour les angines, les collutoires au bleu de méthylène marchaient extrêmement bien. C'est des produits qui ont disparu et pourtant c'était hyper efficace. Et c'est vrai que voilà. Donc il y a des tas de choses comme ça, et donc moi je me suis concentré sur les huiles essentielles. Les huiles essentielles qui ont un gros avantage, c'est que il y a beaucoup de molécules dedans, donc souvent il y a des synergies, etc. Et deux, du fait du mode d'extraction, c'est des molécules qui sont en ligne avec ce qu'on appelle les règles de Lipinski, qui sont en fait des règles de, comment on dit en bon français, de druggability, qui est en gros des marqueurs spécifiques sur les molécules qui nous permettent de dire si elles seront bien absorbées, bien distribuées, bien métabolisées, bien éliminées. Et le fait est que les molécules qu'on trouve dans les huiles essentielles sont en ligne avec toutes ces règles, et du coup c'est des très bons candidats, mais qui ont été largement écartés de la biologie moderne. Pourquoi ? Parce que comme c'est lipophile, ça saoule tout le monde d'aller mettre des solvants, et donc en fait aujourd'hui quand on fait de la biologie, c'est toujours des systèmes qui sont dans les systèmes aqueux, donc c'est vrai que les produits qui sont par nature extrêmement lipophiles sont souvent écartés. Et en plus, crime de majesté des huiles essentielles, c'est que ça colle au plastique. Alors là, du coup, ça a mis trop de freins dans le développement. Mais effectivement, c'est des molécules hyper intéressantes, et les descriptions antérieures sont assez précises, y compris dans des ouvrages d'époque très sérieux qui décrivaient les prises en charge de certaines maladies. Effectivement, et les gens, la profession médicale était à l'époque très satisfaite de ce qu'ils avaient. Il n'y avait pas d'expression d'un manque en fait sur le traitement de ces maladies. Donc effectivement, ça a bien marché, quoi. Et c'est après ce que nous on a revérifié, etc. Mais donc aujourd'hui on a confirmé, mais c'est comme ça que c'est parti en fait. D'accord. Donc en fait c'est les ancêtres avant ce qu'on utilisait avant parce que c'est vrai que les antibiotiques, tu l'as très bien souligné, hein, c'est pas vieux quoi, hein. C'est pas vieux du tout. Et donc finalement avant ça il y avait tout un tas de personnes qui se soignaient, enfin tout le monde, enfin tout un tas de personnes se soignaient avec les huiles essentielles, quoi. C'est ça que Oui, et pas que. Et alors après, j'aime pas le mot ancêtre, parce qu'ancêtre, ça fait un peu grimoire, quoi. Ouais. Et c'est pas des grimoires. C'est-à-dire que quand on prend des ouvrages de matière médicale, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui la pharmacognosie, donc la connaissance de l'efficacité pharmacologique des produits qu'on trouve dans les plantes, il y a beaucoup de chimistes d'aujourd'hui qui seraient à peu près incapables, avec le matériel de l'époque, d'être aussi précis que ce qu'ils étaient. C'est-à-dire que il y avait un niveau de science qui était très 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 élevé, et effectivement c'est vraiment un sujet de se dire qu'il y avait toute une compétence, il y avait même de la verrerie qu'on a pu aujourd'hui qui permettait en fait des mesures hyper pertinentes. Et on reviendra tout à l'heure sur le développement. Moi, sur des problématiques qu'on a eues en prod, on a réutilisé des vieux outils en fait, notamment l'utilisation des réfractomètres, etc., qui nous ont permis en fait de faire des suivis, parce que finalement il y a des outils très précis qui existent en analytique qu'on utilisait avant, qu'on a oublié d'utiliser parce que tout le monde veut faire de l'HPLC ou de la CPG, mais il y a parfois des données temps réel qu'on arrive à avoir. Voilà, donc effectivement, j'aime pas le côté grimoire. Il y avait beaucoup de science avant, et il y avait de la belle science. Alors, donc autant en profiter, quoi. Et alors, une fois que tu as accumulé toutes ces informations, tu as fait un truc. Enfin, tu t'es lancé dans un truc que moi je trouve incroyable. C'est que du coup, t'as été te lancer dans le dépôt d'une AMM, c'est ça? Exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une directive, la directive 2004-24, qui a établi en fait des nouvelles règles d'enregistrement pour les médicaments à base de plantes. Et donc, effectivement, comme c'était possible de faire des médicaments en compilant en fait des données anciennes, j'ai passé pas mal de temps. Ça m'a pris 5 ans pour mettre au point une méthode qui permet de démontrer qu'un produit est actif, pas toxique et plausible. Par rapport à la réglementation. Et donc j'ai pris 5 ans à discuter avec l'Agence française du médicament pour se mettre d'accord sur la méthodologie qui permettrait non pas d'enregistrer un médicament, mais d'enregistrer n'importe quel médicament d'une certaine manière. Donc j'ai fait valider la méthode et non pas un produit. Et donc ça a pris beaucoup de temps.
parce qu'on compte beaucoup d'années dans la pharma, malheureusement, à chaque fois c'est long. Mais effectivement, voilà, j'ai vraiment passé 5 années d'une interaction qui a été d'ailleurs très positive avec l'agence du médicament, et il faut savoir le dire, parce que les agences sont pas toujours bonne presse sur ces questions-là, mais le fait est que dans notre cas, on a une collaboration extrêmement pertinente. Et donc voilà, donc au bout de 5 ans, moi quand je suis que donc j'avais déjà fait 1 an et demi de biblio, puis après 5 ans de discussion avec l'agence, et à ce moment-là, en fait, j'ai décidé de lancer le développement du premier produit, et donc on a choisi de faire un produit pour le rhume, qui est maintenant enregistré, disponible sur le marché. Alors pour des raisons de pub, j'ai pas le droit de le citer, même si vous pourrez chercher avec le nom du laboratoire Silvéo, normalement vous pourrez trouver le nom. Mais normalement on n'a pas le droit de faire de pub pour les médicaments. Mais voilà, traitement du rhume à base d'huile essentielle. Et effectivement, donc là on a lancé toute la procédure d'AMM. Et donc, en amont, il a fallu fabriquer d'abord, développer une formulation qui soit bonne. On a essayé en forme sèche, on n'a pas réussi, et donc on a basculé sur les capsules molles. Et après, il faut faire tout le circuit classique, production, mise en stab. Quand la stab est satisfaisante, on dépose l'AMM. L'AMM, ça dure, dans notre cas, longtemps, puisqu'effectivement, la première série de questions de l'agence à J105 devait arriver la veille du confinement. Donc à partir de ce moment-là, la procédure a été un peu longue. Ah merde. C'est pas de leur faute, puisqu'effectivement, donc ils nous ont répondu à la fin du confinement. Ils nous ont renvoyé des questions, et là on a eu le deuxième confinement. Donc c'est vrai que c'est une procédure qui a été particulièrement longue, parce que je crois qu'on a dû mettre 400 jours au total pour, on va dire, 180 prévus légal, et en général c'est plutôt 1 an. Mais voilà. Et donc tout ce process, en fait, pour travailler avec l'agence du médicament, pour dire voilà, c'est une législation particulière, comment est-ce qu'on peut construire la réponse, sachant que notre objectif à nous, c'était vraiment d'avoir le doigt sur la couture, parce que comme on ne voulait pas faire un médicament en disant on fait ce qu'on peut, et si ça passe tant mieux, mais qu'on voulait en faire 12, on s'est dit il faut qu'on ait le doigt sur la couture sur tous les aspects. Et donc on a lancé ce premier produit qui est maintenant sur le marché dans toutes les bonnes pharmacies, il n'y a pas de problème. C'est fou cette histoire. Et alors, donc tout seul. Enfin, vous étiez une équipe. Enfin, c'était parce que là, du coup, moi, quand je vois toute ma vie, on m'a dit, voilà, l'AMM, mon gars, c'est des palettes de papier, c'est de la réglementation à plus pas savoir en faire, des compétences de centaines de personnes. Alors c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc nous, moi, je travaille avec une autre pharmacienne, donc Hélène, qui travaille avec nous. Et en fait, à deux, on a fait avec nos sous-traitants, puisque effectivement nous on a des bureaux, on est dans Paris, et donc on fait rien de physique, c'est-à-dire que sur le produit en lui-même on n'a rien fait. Et donc pour développer le produit, on a trouvé des sous-traitants et donc on a travaillé avec les équipes de Next Pharma à Ploërmel, qui était vachement bien. Enfin vraiment on est hyper contents. Pourtant on les a bien mis sous pression entre guillemets sur le cahier des charges, puisqu'on leur a dit on a un médicament 100% naturel. Déjà là, tout le monde était un peu surpris. Et donc effectivement, donc on a développé la capsule avec eux, la capsule, le packaging, etc. Et puis nous, avec Hélène, on a rédigé tout ce qu'on appelle le CTD. Donc tous ces fameux kilos de papier qui maintenant ne sont plus des kilos de papier, c'est des octets PDF connectés. Avec un publisher qui doit s'amuser derrière à faire tous les liens entre les documents. Mais oui, donc on a rédigé ce premier produit, et actuellement on est en train d'en faire 6 autres, puisqu'effectivement notre objectif, après avoir fait le rhume, les prochains produits, là on est en train d'avoir une AMM pour la dyspepsie, après il y aura bronchite, hémorroïdes, jambes lourdes, angines, etc. Donc on fait une gamme de 12 médicaments. Et maintenant la machine est lancée, et on est associé donc avec Next Pharma, mais aussi avec Catalan, puisqu'on va fabriquer une autre partie des produits en Italie. Mais pour les 3 premiers produits, ça sera fait à Ploërmel. Donc c'est du bon franco-français. Chez moi. Exactement. Et donc très belle collaboration, et comme quoi ça rappelle qu'on peut faire des bonnes collaborations avec les sous-traitants d'industrie pharma, parce que c'est pas toujours vrai. Donc là, bonne collaboration avec des gens intelligents qui ont accepté le cahier des charges qu'on leur a donné, qui était
qui était surprenant, parce qu'effectivement, on leur a dit, on veut un produit avec 0 additif, on veut que du naturel, et on veut qu'il y ait, si possible, 0 excipient, entre guillemets, et donc c'est ce qu'on a fait, puisqu'à l'arrivée, on a un produit, donc on a une capsule molle avec de la gélatine de peau de bœuf, et j'y reviendrai pourquoi on a choisi celle-là, avec du glycérol, qu'on a pris du glycérol végétal, bien sûr, et puis à l'intérieur, on a la TCM, donc une huile purifiée, une huile végétale purifiée, et on n'a rien d'autre. Et si on a les principes actifs qui sont les huiles essentielles, mais il y a pas d'excipient, de conservation, d'antioxydants, il y a rien du tout, quoi. Alors, le décor est planté. On a une personne une personne qui s'est lancée dans une aventure de déposer une AMM d'un produit. Non, mais ça me paraît complètement fou. Combien même t'as des partenaires, etc., machin. Mais putain, mais c'est vraiment une preuve encore une fois, c'est à partir du moment où t'as la volonté et t'as un projet qui te tient à cœur, tu t'y lances et tiens, franchement, j'aurais jamais pensé qu'une personne comme ça pouvait se lancer dans un truc qui paraît, vu de ma fenêtre, aussi monstrueux. Et en plus, un truc qui est pas seulement monstrueux, mais aussi atypique, parce que comme tu l'as dit, t'as voulu faire un produit 100% naturel. Alors là, du coup, quand tu m'as dit ça, je fais, c'est pas possible. Enfin, franchement, je me suis dit comme ça, putain, mais c'est pas possible, les excipients, comment tu fais? Et du coup, après, en discutant, on est arrivé et tout ça. Enfin, tu m'as expliqué, on va discuter avec toi, mais je trouve ça fou. Si on m'avait dit au démarrage, tu vas galérer pendant 10 ans, bien sûr pas ce que j'avais imaginé au début. Mais si j'avais su que ça serait aussi long, aussi dur, est-ce que j'aurais eu la même motivation? Je sais pas. Mais disons qu'il y avait une forme, je vais pas dire d'inconscience, mais quelque part, oui, il faut être un peu inconscient pour partir sur un projet là-dessus, de dire, je vais faire une gamme de 12 médicaments 100% naturels pour que les gens puissent se soigner sans aucun produit chimique. C'est sûr que faut être un peu taré quand même, quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Ça me fait penser à cette citation, je sais plus qui, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. On savait pas que c'était impossible et on l'a fait. Ouais. Alors, on va rentrer un peu plus dans le sujet. Donc voilà pour ta présentation, pour la présentation de l'ensemble de ce dont on va parler. Et pour rentrer un peu plus profondément pour définir un peu plus le sujet, on va parler du coup d'éco-conception. Alors j'aimerais que tu reviennes sur ce principe d'éco-conception et surtout comment est-ce que tu définirais l'éco-conception dans le contexte de l'industrie pharmaceutique. Alors, l'éco-conception, ça veut dire beaucoup de choses, donc faut toujours se méfier des mots un peu valises comme ça. Nous, moi, ce que je dirais, c'est éco-conception, c'est en gros, c'est faire un médicament en pensant à la planète de ses enfants, quoi. Après, chacun il met ce qu'il veut derrière avec l'intensité qu'il veut, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'éco-conception, c'est pas un résultat en tant que tel, c'est un chemin. Alors, nous, on s'est mis sur ce chemin-là en se disant, on va essayer à chaque étape de faire ce qu'il y a de moins pire pour l'environnement, puisque par définition, on fabrique des choses, même si c'est pour soigner des gens, on fabrique des choses, donc on va générer du carbone, mais on avait quand même aussi nous l'ambition dès le départ d'essayer de soulager tout le système et nous principalement c'est pas tant le carbone qui nous a motivés, mais c'est surtout la question de la biodiversité, puisque si on n'a pas de conservateurs, antioxydants, etc., c'est aussi surtout pour éviter les micropolluants dans les eaux, puisqu'aujourd'hui c'est un sujet extrêmement complexe. Et c'est vrai que l'industrie pharma, pour l'instant, s'en est pas trop saisie. Alors, je parle pas des histoires, on a parlé de Sanofi tout à l'heure, des petites histoires qu'ils ont eues en Auvergne, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que même les médicaments qu'on consomme nous, en fait, on va les rejeter dans les selles, dans les urines. Et effectivement, ça repart dans les circuits d'eau et que c'est des micropolluants qui sont pas forcément traités. Qui finissent dans l'environnement avec tous les problèmes que ça pose. Donc effectivement, moi c'était ma sensibilité principale. Après, on a aussi nous, comme on voulait que les produits soient le moins toxiques possible et qu'ils soient complètement green, et forcément les conservateurs on oublie, les antioxydants, on aurait pu mettre des trucs naturels, mais quand on gratte un peu les tocophérols, les machins. Voilà, c'est naturel sur le papier, c'est-à-dire si il fallait mesurer l'impact carbone d'un tocophérol industriel, je suis pas persuadé que ça serait aussi bien que de faire ce qu'on a fait. Mais encore une fois, nous on avait une possibilité de le faire parce qu'on partait de zéro, c'est-à-dire que je pense qu'il faut pas blâmer l'industrie pharma qui a des dossiers d'AMM avec des excipients, etc. C'est facile d'arriver derrière en disant regardez, moi j'en ai pas, vous auriez dû faire ça il y a 30 ans et enregistrer vos AMM différemment. Bon,
voilà, le monde a changé. Effectivement, et c'est toute la démarche avec les shifters, c'est de montrer que c'est possible, déjà de convaincre les gens que c'est possible, et puis après les gens pourront aller sur cette voie-là. Mais voilà, donc nous on a démarré de zéro, et du coup on avait un cahier des charges qui était assez simple, c'est que moi ma première réunion chez Power Mail, c'était de leur dire voilà, je veux un produit 100% naturel, et ils m'ont tous regardé avec des yeux en se disant ce mec là est fou. Mais non, c'est possible en fait. Mais c'est vrai qu'à chaque étape, il faut réfléchir en se disant tiens, si je rajoute ce produit chimique, pourquoi je le fais ? Est-ce que je peux le remplacer par un produit avec moins d'impact environnemental ? Est-ce que ce produit-là sera bien métabolisé par le patient ? Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet, la métabolisation par le patient, c'est un sujet qui est complètement sorti des radars de l'industrie pharma. Et pourtant, qui n'est pas sorti, il n'est jamais rentré, je pense. Mais voilà, pourtant, c'est un vrai sujet, puisqu'effectivement, on peut raisonner un peu différemment. L'industrie pharma a tendance à construire les molécules les plus solides possibles pour qu'elles restent le plus longtemps dans l'organisme et qu'elles soient actives le plus longtemps possible. Ce qui est une démarche légitime. Hein. Je suis pas en train de cause. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, on a des équivalents moins toxiques. Et du coup, il faut essayer de le faire. Et nous, on a décidé d'aller au bout de la piste, puisqu'on a dit, nous, on veut zéro molécule d'origine, voilà, le carbone ancien, préhistorique. Donc, on a que du carbone récent. Et donc, forcément, c'est que des produits naturels et donc avec un impact environnemental qui est par définition beaucoup plus faible. En fait, c'est que l'industrie pharmaceutique finalement est très concentrée sur comment avoir le plus d'activité possible sur la cible thérapeutique choisie, alors que du coup toi c'est comment avoir le plus d'activité possible sur la cible thérapeutique choisie, et en plus en considérant à chaque étape de formulation, de fabrication, d'avoir le moins d'impact possible sur les rejets de ton produit dans l'environnement, quoi. Ouais, tout à fait. Et même de conception, effectivement, par définition, tout ce qui est naturel, entre guillemets, de tout ce qui est synthétisé par les plantes est biodégradable. Donc c'est quand même ça de la chance immense. Alors après, il y a puristes qui disent que le pétrole c'est biodégradable aussi, mais l'intérêt quand même mais si, il faut le dire, parce que après les gens, c'est une question d'échelle de valeur. Il faut dire la réalité des choses. C'est qu'aujourd'hui, si vous mettez un litre d'huile végétale dans votre jardin, c'est biodégradable. Vous mettez un litre de pétrole, c'est biodégradable aussi. C'est juste que c'est pas les mêmes échelles de temps, et que en plus dans votre pétrole, vous avez plein de produits toxiques qui se sont développés au fil du temps. Donc voilà, donc effectivement, c'est des produits qui restent des produits. Nous, ce qu'on veut, c'est des produits naturels qui soient en fait dégradables à des horizons très courts, avec des demi-vies environnementales qui soient très courtes. Et c'est ce qu'on a fait. C'est vrai que les huiles essentielles nous permettent de faire ça. Et puis par ailleurs, la formulation qu'on a choisie aussi. Et donc, justement, en parlant du développement du produit, c'est une très bonne transition. Qu'est-ce que ça a été les principaux défis rencontrés pendant le développement de ton premier produit ? Alors nous, le principal défi, c'est la stab, puisque aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui vendent des compléments alimentaires avec des huiles essentielles. Je vais pas citer de marque, mais il y en a beaucoup. Des gens qui vendent des compléments alimentaires pour mieux respirer, passer l'hiver. Enfin bon, avec des niveaux qualitatifs qui sont très médiocres. Et en fait, pourquoi ? Parce que les huiles essentielles sont extrêmement volatiles, et donc elles ont tendance à sortir des comprimés, gélules, capsules qu'on peut utiliser. Et c'est la raison pour laquelle, quand on regarde un complément alimentaire aujourd'hui, vous ouvrez le produit, le blister, la capsule, elle a une odeur. Et si elle a une odeur, c'est que le produit actif, il est plus dans la capsule. Il sort petit à petit, tu veux dire ? Il n'est pas dans la capsule et ça sort petit à petit. Donc nous, notre défi principal, sur lequel on a vraiment toujours, c'était notre objectif premier, c'était la stabilité. C'est-à-dire qu'on voulait un produit qui soit stable à 3 ans. C'est-à-dire que nous, nos produits, et le produit là qui est sur le marché, il est stable pendant 3 ans, ce qui veut dire que 3 ans après la production, on est à plus ou moins 5% de la quantité d'actifs du départ. Et ça, il y a un standard sur les huiles essentielles ? Alors nous, on a un standard. Alors sur la stab, en fait, c'est ce qu'il y avait à T0, plus ou moins de 5%. D'accord. Donc, c'est pas comme si, alors à T0 il y a effectivement des standards, parce que comme c'est des produits, on va dire, qui sont millésimés, s'il fait beau une année, la teneur de l'huile en actif est pas exactement la même si nous de normaliser le plus possible et de travailler en amont avec les paysans. Mais notre objectif vraiment sur ce dossier, c'était une stable
une stabilité qui soit bonne. Pourquoi ? Parce que on veut que le patient, à n'importe quel moment, quand il va prendre sa capsule de Sinufix, il sait qu'il a ses actifs et que ces actifs, ils sont tous là et que tous ceux qui étaient au début sont encore là. Et que ça, c'était le vrai sujet. Et c'est pas évident. Parce que du coup, il y a une durée de stabilité minimale réglementaire demandée ? Alors non, il n'y a pas de durée minimale. Nous, on voulait 3 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça nous semblait... En fait, le produit, pour des raisons logistiques, il n'arrive pas forcément chez le patient tout de suite. Donc là, ça peut durer quelques mois. Et après, le patient, il va l'acheter. Il va peut-être en garder d'une année sur l'autre. Donc déjà, on s'est dit, il faut couvrir une année, puis une deuxième. Et puis après, on se dit, ouais, mais si jamais il consomme pas tout et qu'il veut reprendre un traitement après... Effectivement, on s'est dit l'idéal, c'est quand même de faire 3 ans. 3 ans, c'est le maximum qu'on peut faire avec des capsules molles. Donc, on s'est dit, allez, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas l'ambition qu'on aurait eu avec un ibuprofène, quoi. C'est-à-dire que nous, on a vraiment, on n'a pas dégradé la qualité sous prétexte que c'est de la plante. C'est-à-dire qu'on n'a pas dégradé les exigences. Et donc aujourd'hui, on a un dossier pour les plus réglementaires. La partie produit, c'est un CTD classique. Hein. Il y a rien qui diffère d'un comprimé de paracétamol. C'est-à-dire que c'est le même niveau de précision, le même niveau de quantification, de caractérisation, d'impureté, tout le tralala, quoi. Mais c'est vrai que pour nous, c'était donc le défi principal qu'on a résolu avec de la gélatine de peau de bœuf, puis effectivement, c'est la gélatine la plus réticulée. On aurait aimé faire de la gélatine de végétale, mais bon, à l'époque, ça n'existait pas encore. Là, il y a un nouveau produit qui est arrivé avec des carragénanes qui a l'air performant et on est en train de l'étudier. Mais en fait, avec notre objectif qui était d'une qualité maximale sans additifs chimiques, en fait, on n'avait pas d'autre solution. C'est-à-dire qu'on a essayé d'autres types de gélatine et il y a que celle-là qui fonctionne. C'est-à-dire que il y a que celle-là qui fonctionne. Du coup, on a essayé justement de travailler pour s'assurer qu'on ait bien une gélatine qui soit d'une qualité absolue. Et je vais pas dire qu'on a pris la plus chère, mais à l'arrivée, c'est quand même ce qui veut pas dire que c'est la meilleure, mais le fait qu'on a eu besoin de ça, on a dû travailler sur l'épaisseur de la capsule aussi. Donc on a travaillé beaucoup sur la stab, et puis la stab posait des questions d'oxydation, puisque le problème des huiles essentielles, c'est que ça s'oxyde. Donc il y a pour le côté, je sors de la capsule, puis il y a le côté, il y a l'oxygène qui rentre et qui fait de l'oxydation. Et l'oxydation, c'est aussi un vrai sujet de stabilité, parce que c'est des mécanismes qui sont souvent autocatalysés. Donc, il fallait absolument qu'on se garantisse de pas avoir d'oxydation au fil des 3 années. Et c'est pour ça que nos capsules, elles restent belles avec la même couleur. Alors que donc t'as résolu finalement le problème de pas mettre d'antioxydants ni de conservateurs par un emballage de ton principe actif qui est ton huile essentielle dans d'une capsule molle à gélatine de bœuf. C'est surtout c'est la peau de bœuf, et ça nous a permis de résoudre le problème de l'évaporation. La question de l'oxydation, on l'a résolu en choisissant la bonne huile, parce qu'il y a des huiles végétales, il y en a certaines qui ont des qualités antioxydantes intrinsèques. Et donc, on a sélectionné, en fait, on a fait des tests de compatibilité entre les huiles essentielles et un certain nombre d'huiles végétales qu'on utilise couramment dans l'industrie pharma. Et donc, j'ai fait des tests d'oxydation forcée. On a forcé l'oxydation et on a regardé, en fait, quelle huile végétale permettait de garantir une absence d'oxydation de nos huiles essentielles. Et donc, on a fait des études de compatibilité amont, en labo, pour vérifier, en fait, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir ces fameux additifs chimiques. Et donc, on a choisi, certes, la gélule, mais on a aussi, la capsule, mais on a aussi choisi l'huile végétale qu'on met dedans. Et pour ça, on a dû se retrouver, donc là, on est avec des triglycérides à chaîne moyenne, qui sont de la palme. Donc, la palme, il y en a qui disent, attention, l'éco-responsabilité, c'est pas bien. Et en fait, pas du tout. On a beaucoup étudié. Non, mais c'est important, il faut aller au bout de la logique. C'est pour ça que tu souris, mais comme on parle d'éco-responsabilité, il faut aller au bout de la logique. Et effectivement, quand on regarde la palme à mauvaise presse pour bien des raisons, parfois justifiées, parfois pas, mais en fait quand on regarde, c'est quand même une huile qui a un intérêt fort, c'est que le rendement à l'hectare est énorme et que s'il fallait demain remplacer l'huile de palme par l'huile de colza, là on peut raser la moitié des forêts de la planète
parce que il faudrait une surface beaucoup plus grande. Donc en termes de rendement intrinsèque sur l'environnement, il y a un sujet. Et puis nous, alors là aussi, nos partenaires n'ont pas été très contents, mais on leur a imposé de travailler avec des fournisseurs qui ont un label éco-responsable d'huile. Alors ça aussi, ça paraît bête, mais dans l'industrie pharma, faire du forcing sur des sourcings de qualité de matière sur des critères environnementaux, c'est pas dans les usages. Donc effectivement, on leur a imposé donc d'utiliser une TCM, RSPO, etc. Donc ça aussi, ça a mis des contraintes dans le système, mais encore une fois, c'est dès que c'est fait, après ça roule, quoi. Mais au démarrage, voilà, donc il y a eu tout un travail de qualification de la gélatine, puis qualification de l'huile végétale, et la somme des deux nous permet d'avoir à l'arrivée une capsule dans laquelle on rajoute rien, c'est-à-dire on met une huile végétale, des huiles essentielles, on emballe dans de la gélatine, et puis ça arrive chez vous avec rien de plus, quoi. Ouais, sans parfait, quoi. Non, c'est jamais parfait parce qu'on peut encore s'améliorer. C'est-à-dire que c'est ce qu'on étudie. On étudie la capsule végétale, etc. Je pense que voilà. Je pense que quand on travaille et les shifters là-dessus sont assez réalistes, c'est que ça sert à rien de critiquer demain une nouvelle méthode, je sais pas, la voiture électrique, parce qu'en fait ça impose autre chose. La question c'est est-ce qu'on fait un petit pas vers une direction qui est meilleure? En fait, c'est une somme de petits pas. Et aujourd'hui, effectivement, on a fait quelque chose dont on est assez content, mais on n'en reste pas là, quoi. C'est-à-dire que on peut peut-être faire encore mieux et on s'interdit pas de le faire. Ah oui, c'est ça. C'est un nouveau. Enfin, c'est ça. C'est un nouveau truc qui va peut-être inspirer des gens pour plus tard et pouvoir essayer de faire encore mieux. De mieux en mieux tous les jours, quoi. Ouais, mais clairement, je pense qu'il faut, voilà. Et puis aujourd'hui, nous, on a trouvé ces solutions-là. Peut-être que demain, il y aura des solutions qui seront, d'un point de vue environnemental, encore meilleures. Ça, on peut pas savoir. Et donc, tu parlais justement des conséquences environnementales des médicaments en général, parce qu'en fait, au final, c'est vrai que quand on s'intéresse au cycle de vie des médicaments, la partie excrétion dans l'environnement est vraiment, elle est considérée, elle est considérable. Hein. On voit de toute façon des études qui apparaissent depuis déjà plusieurs années sur la contamination des nappes phréatiques par justement des molécules qui sont rejetées dans les urines, hein, notamment les hormones dues aux contraceptifs oraux. On a aussi les anti-inflammatoires qui se retrouvent dedans, le diclofénac par exemple, hein. J'ai lu que ça t'en avais pas mal dans les nappes phréatiques. Et donc toi, finalement, de quelle manière de ta capsule molle, t'as commencé à aborder le sujet, mais moi en fait là-dessus, pour moi le débat était assez facile puisqu'à partir du moment où on utilise des huiles essentielles, c'est des molécules qui ont des demi-vies qui sont globalement assez courtes. C'est très bien métabolisé, c'est des systèmes de métabolisation qui sont non saturables, c'est des bêta-oxydations, donc c'est non saturable. Et donc en fait, quasiment 100% de ce que vous allez consommer va ressortir sous forme réduite, enfin la chaîne de carbone elle est réduite, et en plus souvent c'est conjugué à de l'acide hippurique, donc à des molécules très simples qui existent dans l'organisme, et du coup en fait ça sort en des produits qui sont hyper biodégradables, et du coup on est sûr qu'il y aura pas d'accumulation. Donc voilà, nous en fait on a résolu le problème parce que intrinsèquement les principes actifs d'origine naturelle sont globalement pas trop concernés par cette question des micropolluants. Ceux qu'on a évoqués, les diclofénac, etc., ça a été bien fabriqué pour que ça tienne, quoi. Donc ça tient très bien. Effectivement, c'est vrai que les gens ont tendance à penser que les cours d'eau, etc., tout le cycle de l'eau est contaminé par les polluants de l'industrie ou de l'agriculture. Et en fait, pas du tout. Il y en a qu'on consomme nous et qu'on va rejeter, mais c'est aussi vrai pour les conservateurs qu'on va mettre dans le jambon ou autre chose, hein. C'est pas que les médicaments, mais il y a un certain nombre de produits de conservation surtout qui sont consommés par les individus et qui finissent dans les eaux du fait de la consommation humaine. Ouais, j'ai lu comme quoi c'est pareil, la majorité quand on parle de l'industrie pharmaceutique, quand on trouve des polluants liés à l'industrie pharmaceutique, c'est rare, enfin c'est la plupart, dans 90% des cas, c'est lié à ce que les patients vont consommer et excréter plutôt que à des déchets industriels, quoi. Oui, tout à fait. On a toujours l'image de attention, le méchant labo qui va libérer qui va nous faire une catastrophe de Bhopal en plus récent. Non, c'est finalement la masse de la pollution, elle est effectivement par les médicaments, donc par les gens ou les animaux qui les consomment, et ça représente des tonnages qui sont extrêmement importants. Donc et dans les systèmes
des villes, on n'a pas ce qu'il faut pour extraire les micropolluants. Donc, c'est vrai qu'on parle là de l'industrie humaine, enfin des médicaments à usage humain, mais après il faut considérer qu'il y a tous les médicaments à usage vétérinaire derrière qui sont utilisés pareil sur les animaux, et là les animaux ils vont pas aux toilettes, quoi. Non, et puis le tonnage d'animal vivant à un instant T, il est monstrueux, quoi. Donc faut pas oublier ça aussi, quoi. Et donc cette réflexion que tu as eue, elle se fait finalement pas que pour le principe actif, comme tu l'as dit justement, il y a aussi pour les excipients, quoi. Alors là pour le coup c'est pareil, même si j'avais conscience de tout ce circuit sur le principe actif, et c'est vrai que les excipients ça me serait jamais venu à l'esprit de les considérer là-dedans aussi, quoi. Les excipients, c'est souvent c'est souvent un peu le truc qu'on oublie, mais les gens savent pas forcément, mais quand ils prennent un comprimé effervescent, la poudre qui est dans le fond, stéarate de magnésium, il est fait pour lustrer la machine à comprimer, et il est quand même consommé. Donc effectivement, il y a des excipients comme ça où, bon, finalement, c'est peut-être pas plus mal que tout le monde sache pas qu'ils mangent le lubrifiant. La machine, mais c'est du lubrifiant en poudre, hein, que les gens qui écoutent se stressent pas. C'est pas des produits qui sont toxiques du tout, mais c'est vrai que il y a quand même des fois où on se pose la question de se dire est-ce que les gens ont déjà essayé de faire mieux, en fait, de penser autrement, ou est-ce qu'on fait ça parce qu'on a toujours fait comme ça, que ça a toujours marché, que ça marche très bien et que il n'y a pas de raison de changer. C'est vrai que une démarche d'éco-responsabilité, c'est quand même un peu de poser la question du pourquoi. C'est-à-dire, si je mets ça, pourquoi? Et en fait, quand on pose vraiment la question pourquoi, il y a des tas de choses où on se rend compte qu'on le fait par habitude, parce qu'on a peur de quelque chose, je sais pas, d'une dégradation. Parce que c'est plus simple. Ouais, mais pas forcément, parce que parfois les antioxydants, c'est aussi la plaie, quoi. C'est-à-dire que quand tu mets un antioxydant, parfois, paradoxalement, on peut augmenter l'oxydation. Donc voilà, mais en fait le vrai sujet, c'est que finalement, quand on fait un bon process industriel, l'antioxydant, on n'a pas forcément besoin, quoi. C'est pas tant de dire est-ce que je peux prendre un antioxydant vert, c'est aussi de se dire est-ce que j'en ai vraiment besoin, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui la capacité de production elle a quand même beaucoup changé. Là, typiquement, nous, le premier produit qui contient une huile essentielle de citron, donc qui est un peu délicate en termes d'oxydation, le process il est fait sous azote. Aujourd'hui, on est tout à fait capable de fabriquer des capsules sous azote, donc pas d'oxygène, pas d'oxydation à T0, donc on n'amorce pas les réactions, et du coup on est à peu près sûr qu'il se passera rien. Et les études de SAP nous ont montré en accéléré et en durée réelle sur 3 ans qu'il se passe strictement rien. Donc effectivement, je pense que l'éco-conception, c'est avant tout de se poser la question du pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je rajoute ça? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? En fait, c'est d'intégrer aux contraintes techniques une contrainte environnementale à chaque fois, environnementale à chaque fois qu'on fait un choix, quoi. Oui, mais même pas que, parce que je pense que si on tombait sur des bons directeurs financiers bien pénibles qui font de la compta analytique, eux, ils pourraient se poser la question de pourquoi est-ce que vous avez rajouté, un antioxydant. Nous, on aurait pu en mettre un. Finalement, on en aurait mis un, tout le monde aurait été content, mais là, on l'a pas mis. Finalement, en plus, ça coûte moins cher. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que nous, on l'a fait par le prisme de l'éco-responsabilité, mais je pense que de manière générale, c'est un sujet de modération. En fait, la modération, elle est parfois aussi elle peut être source d'économie. Donc, je pense que il n'y a pas que les gens qui vont faire qui sont entre guillemets payés dans les grands labos à se dire vous devez faire de l'éco-responsabilité, c'est votre poste, c'est votre boulot, vous devez y réfléchir. Je pense que les comptables aussi devraient aussi de temps en temps dire mais attendez, pourquoi est-ce que vous mettez ce produit-là, quoi. Après, je veux dire, les discussions de l'espace. Ils vont se faire recevoir. Là, par contre, à mon avis, je pense que effectivement, c'est une nouvelle façon de penser, mais là, je vois là, du coup, vu de votre expérience, c'est le comptable qui va se pointer au truc de réseau en disant les gars, vous devriez enlever un peu de stéarate, s'il vous plaît. Non, mais cela dit, mais même si ça se trouve, il y a des produits comme ça, on met du stéarate, je sais pas combien il est dosé, mais si ça se trouve, en mettant 30% de moins, ça marchera aussi bien. Est-ce que réellement les gens se sont posé la question? Nous, on a eu l'occasion dans notre autre société à travailler avec des industriels. Quand on leur pose les pourquoi, rapidement, la réponse c'est parce qu'on a toujours fait comme ça, hein. Et en fait, malheureusement, la planète elle est d'une dimension finie, et qu'il faut trouver des règles de modération. Et
Et finalement, faut juste poser le pourquoi. C'est au-delà de dire là il en faut pas, enfin il faut tout enlever. C'est plutôt ok, vous avez ça, pourquoi est-ce que vous l'utilisez et comment, si on est obligé d'en mettre un, comment on pourrait en mettre un qui est le moins de conséquences possible, quoi. Ouais, clairement, et ça amène à la transition sur les tailles de blister. Nous, on a une taille de blister. En fait, on s'est posé la question longtemps sur la question de la taille du blister. Donc, est-ce qu'on va faire le plus petit possible? Après, le plus petit possible, le problème, c'est que les gens, ils risquent d'en prendre plusieurs. Et notamment, on pense aux personnes âgées, etc., ou les gens qui ont des problèmes de vue, etc. On peut considérer qu'ils peuvent écraser une alvéole ou deux d'un seul coup si elles sont trop proches. Donc après, il y a aussi une question de maniabilité. Il faut aussi que le patient, au bout du compte, parce que c'est du médicament, l'objectif numéro 1, c'est d'abord l'efficacité. Et donc l'efficacité, c'est la bonne dose pour le bon patient au bon moment. Donc nous, on avait au début voulu réduire beaucoup la taille du blister, et finalement on l'a réécarté parce qu'après, on peut pas écraser une alvéole de façon nette. Et c'est alors peut-être qu'on peut ne pas en prendre deux d'un coup, mais si on ouvre la deuxième alvéole, est-ce que finalement, on va pas mettre des bactéries qu'il y a sur les doigts dans la deuxième alvéole, etc. Donc, on est quand même sur du médicament. Et à chaque fois, on doit se poser la question, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je veux que ça soit plus petit? Parce que oui, ça sera plus petit, ça coûtera moins cher, moins de packaging, moins de transport, moins tout ça, et moins d'impact environnemental, parfait. Mais finalement, il y a un moment où c'est trop petit, et donc faut se poser la question de c'est quoi la bonne taille. Et quand on a un blister, le blister, il faut que la taille corresponde à la taille de la capsule. Faut que ce soit suffisamment grand pour pas qu'on déforme la capsule aussi en faisant. Donc, il y a toute une réflexion à avoir. Et c'est vrai qu'il faut la faire en amont dès le début. Et aujourd'hui, on a un labo qui a un médicament déjà établi. S'il fallait le changer, sur le sinusite, il fallait, augmenter la taille du blister ou la réduire, c'est un boulot de titan réglementairement parlant. Je vais changer la taille du packaging, donc la lisibilité peut être différente, donc je dois refaire un test de lisibilité. Il y a plein de sujets comme ça, donc c'est toujours un peu compliqué. C'est pour ça que nous on a eu la chance de pouvoir créer une gamme de médicaments complète en partant de zéro, parce que du coup on était libre. Mais typiquement, voilà, pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit plus petit? Finalement il y a un moment où pour l'environnement c'est bien, mais à partir du moment où c'est moins bien pour le patient, ouais, c'est la frontière entre l'efficacité et l'efficacité environnementale, quoi. Alors nous, très clairement, l'efficacité, on n'a jamais rien sacrifié à l'efficacité. C'est-à-dire que ce soit dans nos sourcings d'API, donc de l'essentiel, etc., nous, c'est toujours la qualité en vue de l'efficacité qui nous intéresse. Et donc, effectivement, c'est toujours d'abord, ça reste un médicament. Donc l'objectif, c'est que le patient qui a son rhume, il prend son traitement dès qu'il sent que ça va pas et il passe au travers, quoi. C'est quand même ça notre objectif. Et donc du coup, t'en as parlé brièvement là, mais il y a certainement une discussion intéressante à avoir là-dessus par rapport aux blisters. Du coup, les blisters, je sais que c'est un sujet important dans l'industrie pharmaceutique parce que du coup, c'est une combinaison de PVC et d'aluminium. Et du coup, toi, t'es parti sur un blister et pas sur ce qu'on pourrait voir dans certains autres endroits, donc un pot en verre, quoi, ou des trucs comme ça. Alors nous, on a un blister, Alors on est en train de le changer, parce que pour le premier produit, comme on avait des doutes, un objectif de stab qui était l'objectif numéro 1. Là, les produits sont hyper stables, donc on se dit qu'on peut peut-être déjà faire un peu moins protecteur. Et donc, il y a moins de masse de produits. Mais c'est vrai que, nous, dans l'idéal, on s'était dit, au début, les gens du marketing disent, ouais, super, on va faire des trucs avec des jolis petits piluliers en verre, ça va être superbe, éco-responsable et tout. Sauf que quand on gratte un peu le pilulier en verre, c'est que le pilulier, la difficulté, c'est que c'est du verre et que le verre, ça consomme énormément d'énergie à la mise en forme, en fait. Après, c'est lourd. Donc effectivement, en termes de transport, ça va générer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'ADEME qui a étudié ça avec le LEM. En fait, ils se sont rendus compte qu'au bout du compte, valait mieux un blister. C'est-à-dire, c'est moins pénalisant pour l'environnement d'utiliser un blister, parce qu'effectivement, le blister à la fin, il va être brûlé avec les déchets ménagers, parce que faut reconnaître qu'il y a aussi du produit réel. Mais voilà, donc nous, on a choisi finalement ce blister parce que c'est la solution la moins pire. Alors là, on est en train de travailler dessus parce que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à faire un blister, ce qu'on appelle en peel-off, c'est-à-dire où la feuille d'aluminium est complètement détachable du PVC, ce qui permettrait là, dans ce cas-là, de recycler les deux. Voilà. À partir du moment où on sépare les deux, c'est complètement recyclable, et donc ça pose pas de problème. Donc effectivement, ça aussi, c'est un travail.
Mais pareil, quand on met la pression aux fournisseurs dans l'industrie pharma, ils n'ont pas l'habitude de faire du système peel-off parce que ils n'ont pas les lignes industrielles pour le faire, et que comme on travaille dans des lignes industrielles qui sont spécifiques dans des environnements pharma, etc., c'est-à-dire qu'on est quand même dans une industrie qui a une telle lourdeur administrative au profit du patient. Hein. Je suis pas en train de critiquer ça, mais il y a quand même une sécurisation de tous les process. C'est-à-dire je vais pas dire qu'on est un peu toujours les derniers à avoir les innovations, mais les innovations, on les passe d'abord en grand public, et puis quand elles sont bien validées et tout, on se dit bon allez, on va faire la même machine pour l'industrie pharma avec toutes les sécurités que ça nécessite, et dans l'industrie pharma a accès. Donc là, on espère avoir accès sur les prochains produits, mais c'est pas encore gagné, quoi, parce que l'offre n'existe pas. Et est-ce que, je sais pas si c'est pertinent, mais est-ce que tu as pensé à faire du libre service, t'essaies des gros bacs de gélules où les gens viendraient et puis tu payes à la gélule, ouais, du vrac, ouais. Ça c'est le top, du coup, zéro déchet. Oui, alors le vrac comme dans les magasins bio, c'est pas tout à fait compatible avec la dispensation des médicaments sécurisés à l'officine. Ça poserait la question de stabilité, de contamination, parce que primum non nocere, hein, comme on dit, donc avant tout ne pas nuire. Et effectivement, pour un médicament, le patient il est en droit de se dire je vais avoir mon efficacité et le minimum de toxicité qu'il est possible d'avoir. Du coup, t'es pas maître du contenant dans lequel ils vont le mettre, quoi. Du coup, toute ta conservation. Il y a des pays qui déconditionnent, mais c'est pas notre cas en France. Nous on déconditionne pas. Nous on donne des boîtes entières. Mais alors nous, l'avantage qu'on a, c'est que comme c'est des produits récents, faut quand même savoir qu'aujourd'hui un médicament maintenant doit contenir le nombre exact de comprimés qui correspondent au traitement. Donc normalement, nous, il n'y a pas de reste, quoi. C'est une boîte, un traitement. Donc ce qui n'est pas forcément le cas avec les médicaments de prescription, 5 jours, 7 jours, 10 jours, bon, un peu toujours. Pour compléter la collection de ton armoire à pharmacie, quand même. Qui, bien sûr, dans la salle de bain, qui est le pire endroit, une maison pour stocker des médicaments, parce qu'on fait changer l'humidité et la température. Les titres de stab 30. Les gens qui nous écoutent déjà, mettez pas vos médicaments à la salle de bain, ça sera déjà une très bonne chose, parce que c'est vraiment que tout est fait, mais qu'il faut pas faire. Donc non, effectivement, c'est un chemin, c'est compliqué, on avance, mais voilà, c'est vrai que le packaging primaire, c'est un vrai sujet. Et après, le packaging, nous, secondaire, on a travaillé dessus, donc on a le premier médicament qui a un packaging en multicouche. Si vous achetez du Sinufix, vous verrez qu'à l'extérieur, la boîte est complètement blanche, et le carton est blanc, et à l'intérieur, il est un peu gris comme l'est un carton recyclé. En fait, c'est un carton multicouche avec justement du carton blanc neuf sur la partie externe, qui permet en fait d'avoir un packaging qui est bien lisible, qui est quand même l'objectif. Mais aussi accessoirement, il faut mettre des fibres neuves, parce que si on met que des fibres recyclées, il faut augmenter le grammage, parce que la boîte elle est moins solide. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut toujours trouver le compromis en disant, en admettant que je fasse du carton recyclé, en fait, je vais devoir rajouter, je sais pas, selon les cas de poids, je vais me retrouver avec des grammages qui vont être doublés. Et ça pose un problème. Là, typiquement, donc on est assez content de la solution qu'on a pour le coup pour le carton externe. On n'est pas encore content sur notre notice. Donc aujourd'hui, c'est du papier neuf qu'on a. Alors c'est du papier qu'on source en local, donc on essaye d'avoir du papier d'origine communautaire pour pas que ça vienne de loin, avec des pâtes à papier un peu à l'historique douteux. Mais on aurait aimé avoir du papier recyclé. En fait, on a très vite arrêté, parce que quand on fait du recyclé, le problème c'est que comme la notice elle doit absolument être lisible, si on veut que ce soit lisible et que l'encre ne bave pas d'une face sur l'autre, en fait, il faut augmenter le grammage de façon très importante. Il faut quasiment doubler. Et du coup, si c'est pour dire, plutôt que prendre 100 de papier neuf, je prends 200 de papier recyclé, il y a un moment, ça n'a pas de sens non plus. C'est-à-dire qu'il faut trouver le bon compromis. Alors, on a travaillé sur les encres pour que ce soit des encres qui soient pas polluantes, etc. Donc, on a quand même mis la pression à toute la chaîne. Mais la difficulté, quand même, c'est que à chaque fois, c'est un compromis. C'est-à-dire que il n'y a pas de solution idéale, en fait. C'est un compromis, il faut faire le mieux possible, et voilà, donc une encre qui soit recyclable, un papier, faut me faire le meilleur compromis poids, résistance, lisibilité, et donc effectivement, on fait les compromis comme ça. Et aujourd'hui, la notice, on a préféré privilégier un papier fin
pour qu'il soit léger et qu'il consomme peu de papier, plutôt qu'un papier recyclé, mais qui aurait été du coup beaucoup plus épais. En fait, ça bave et du coup, c'est compliqué. Et d'ailleurs, on le voit hein, quand vous avez des médicaments avec des notices en papier recyclé. Déjà, les caractères sont beaucoup plus gros parce qu'effectivement, les caractères soient plus grands pour qu'ils soient lisibles. Parce que ça bave un peu à l'impression. Et donc, en fait, c'est toujours pareil. C'est un compromis. Il faut trouver le bon compromis. Et est-ce que et du coup, ça c'est vraiment très intéressant. Et du coup, finalement, pour évaluer la pertinence de ce compromis, est-ce que tu, avec ton énorme équipe de personnes, tu as eu le temps de te lancer dans une démarche de calcul d'analyse de cycle de vie ou d'empreinte carbone ou quelque chose comme ça? Alors nous, on l'a pas fait. On est en train de le mettre en place. Hein. On l'a pas fait d'abord parce que comme on reposait beaucoup sur les sous-traitants, ça aurait voulu dire demander aux sous-traitants de le faire. Donc là, on a mis la pression à nos sous-traitants qui sont en cours, on va dire, d'acquisition, hein, puisque nos sous-traitants maintenant font des bilans carbone. Donc maintenant, nous, on peut le faire. Parce que le problème, c'est que quand on travaille avec des sous-traitants, en fait, on peut pas calculer son impact carbone si on n'a pas celui de son sous-traitant. Exactement. Et donc, on va démarrer en bas de la chaîne. Et le problème, c'est que quand on est en haut de la chaîne, c'est compliqué de faire un bilan carbone. Donc nous, on a fait avec nos petits bras à chaque fois à réfléchir avec les fournisseurs en disant écoutez, on a discuté avec les fournisseurs de papier en disant qu'est-ce qu'il faut faire, on essaie de se renseigner et puis voilà, on a fait du mieux qu'on pouvait. On n'a pas toujours tout quantifié, tout maîtrisé, mais on a fait du mieux qu'on pouvait. Trop bien. De toute façon, c'est la réponse que finalement on entend beaucoup. Enfin, c'est vrai que quand on veut quantifier, c'est vraiment le problème du bilan carbone, quoi. C'est qu'il faut avoir celui de tes fournisseurs pour pouvoir réaliser le tien. Et c'est ça. Et après, encore une fois, il n'y a pas que le carbone. C'est-à-dire que le carbone, c'est bien parce que c'est ce qui est quantifiable. Mais l'impact sur la biodiversité, à nos yeux, à nous, un impact beaucoup plus important pour notre industrie. C'est un défi plus important pour notre industrie que l'impact carbone. Alors c'est sûr que c'est facile, c'est mesurable, et on a du mal aujourd'hui à mesurer l'impact sur la biodiversité. Mais je pense qu'on a dans notre industrie qui est quand même très chimique, ça serait quand même bien qu'on mette la biodiversité. Je vais pas dire au-dessus du carbone parce que tout est important, mais il faudrait pas faire que du carbone et faire du greenwashing en disant j'ai résolu mon bilan carbone donc tout va bien, quoi. C'est vrai que dans l'industrie, de toute façon, on parle plutôt d'analyse de cycle de vie qui prend en compte après les déchets et externalités nocives pour l'environnement dedans, quoi. Donc ouais, t'as totalement raison. Mais bon, c'est un chemin, quoi. On est dessus, on avance, on est content sur certains trucs, et il y en a d'autres, on se dit qu'on peut encore faire mieux, donc on progresse. Et donc on va en arriver sur la dernière partie. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour d'autres professionnels, pour d'autres professionnels qui chercheraient à intégrer l'éco-conception dans leurs habitudes? Je pense que je peux pas de conseils à donner, hein, je suis pas plus malin qu'un autre, hein, mais en retour d'expérience, en fait, nous, ce qui a marché, c'est que on a beaucoup impliqué nos partenaires. C'est-à-dire que c'est des démarches qui nécessitent des filières, en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas dire mec qui est chez Sanofi, Aléon, un autre, peu importe. Il peut pas se dire un matin, moi je vais faire un boulot et maintenant mes médicaments vont être éco-responsables. Ça a pas de sens, en fait. Ce qu'il faut, c'est recréer des filières complètes. Et il faut que tous les sous-traitants, que tout le monde soit aligné. Donc ça prend du temps, il faut expliquer. Nous, quand on travaille avec nos fournisseurs d'huile essentielle, on passe beaucoup de temps là-dessus. Et c'est vrai que on a reconstitué une filière d'huile essentielle de qualité pharma. C'était un gros défi. Et avec aussi cet impact environnemental. Et donc, avec cette première base, on peut travailler avec les autres sous-traitants en disant on a réussi sur les API, donc on va réussir avec vous sur autre chose. Et en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment arriver à générer une vraie convergence, en fait, d'opinion de tout le monde autour de ça. Alors, c'est sûr que si on avait un énorme labo où tout est intégré, où on produit tout, c'est peut-être plus facile, mais ça n'empêche que c'est toujours une histoire d'être humain à l'arrivée. Donc, il faut celui qui doit faire ça, il doit d'abord réunir du monde, parce qu'il peut pas y arriver tout seul, et il doit réunir du monde, expliquer, et finalement, moi par expérience, ce que je vois, c'est que il y a beaucoup plus de gens qui sont très positifs sur ces approches que ce qu'on imagine. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que les gens vont être dans leurs habitudes, ils vont être contre, etc. Et en fait, non, globalement, les gens, ils ont quand même, pour l'immense majorité, une sensibilité à l'environnement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est probablement moins compliqué qu'il y a 20 ans, et tant mieux. Et voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a, un retour d'expérience à donner, c'est que c'est un truc collectif, quoi.
Ça peut pas être tout seul, ça peut pas être de dire tiens, chez moi tout seul, si on reprend l'exemple du stéarate tout à l'heure, voilà, c'est pas de dire tiens, je me réveille le matin, je vais baisser la quantité de stéarate, ça a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est de se dire ok, alors maintenant pourquoi est-ce qu'on voudrait le faire, dans quelle démarche on met ça? Parce que sinon on va faire ça d'un côté, puis à côté de ça on va continuer à polluer 2 fois plus sur un autre sujet qui aurait pu être traité lui aussi avec plus d'efficacité et plus de résultats. Donc je pense que c'est vraiment c'est un truc collectif. Et donc ça va changer petit à petit, et c'est aussi le boulot des shifters. Voilà, c'est de mettre en avant les bonnes volontés, et de montrer que il y en a qui arrivent, il y en a qui ont essayé, et que voilà, il suffit juste d'y aller, quoi. Ouais, exprimer le besoin, déjà exprimer un besoin bien étudié, quoi. Oui, mais clairement, moi je me souviens toujours de la réaction avec nos partenaires, avec Next Pharma, avec qui on adore travailler. C'est sûr que le premier jour, quand on leur dit on va un médicament éco-responsable avec 0 produit chimique dedans, quand vous arrivez dans une boîte pharma qui est quand même l'endroit où de chimie, quoi. Les gens ils adhèrent très vite, mais c'est vrai qu'au début c'est très surprenant. Et aujourd'hui, je pense que voilà, ils sont très contents de l'avoir fait, et que ce qu'on a mis en œuvre avec eux, je pense qu'ils le proposent maintenant à d'autres clients, et c'est tant mieux. Ouais, c'est clair. T'as ouvert un peu la voie à cette démarche, quoi. Chez eux. Exactement. Et quand on leur a demandé à chaque fois les papiers, les cartons, la notice, le truc, ok, à chaque fois ils nous disaient toujours vous êtes les premiers à poser la question. Je dis c'est bien, ça veut dire qu'il y en aura d'autres, donc allez-y. Voilà. Ça se trouve, il y a un chef de projet à Next Pharma qui est sous le bureau en train de crier j'en veux plus. Non, je pense pas, parce que vraiment, pour le coup, et eux, ils ont fait beaucoup d'efforts, même industriellement, sur leur site. Non, je pense que ça correspond aussi à une de leurs vocations, mais c'est vrai chez Renault, notre fournisseur d'huile essentielle, c'est vrai chez nos partenaires globalement, c'est sûr que n'importe qui, il a ses habitudes, il travaille d'une certaine manière, il y a quelqu'un qui arrive en disant c'est bien, mais en fait, on pourrait faire encore mieux, quoi. Faut un peu penser différemment, mais on peut faire. Et globalement, les gens sont contents de travailler mieux. C'est pas comme si on arrivait en disant maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais je veux que ce soit 2 fois moins cher, et si ça pollue, je m'en fous. Ouais. Ils sauront faire, mais ça va pas les amuser. Alors que quand on arrive en disant on va faire mieux, et ça va être sympa, et les gens sont hyper contents, et globalement, on s'en sort très bien. On s'en sort très bien. Et alors là, par contre, il y a un sujet important, c'est que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas plus cher de faire des trucs éco-responsables. Ouais, ça c'était la question que je me posais tout au long de ta conclusion. Ça, c'est mais au final, les mecs, tu viens leur faire un truc naturel, c'est ok, mais du coup, ça sera 50% de plus. Non, mais en fait, c'est pas le cas. Alors il y a certains trucs où c'est le cas. C'est vrai que le carton, pour le coup, nous, notre étui nous coûte relativement cher par rapport à un étui standard en non recyclé, etc. Donc oui, il y a des fois c'est compliqué. Il y a des fois ça met un peu de pression sur la logistique parce qu'il y a moins de fournisseurs. Typiquement, quand on veut notre huile végétale de qualité environnementale RSPO, il y a moins de fournisseurs qualifiés RSPO sur la planète que de fournisseurs non RSPO. Donc ça met un peu de pression dans la logistique. Ça, c'est sûr, c'est les côtés négatifs. Maintenant, nous, on a une formulation aujourd'hui qui est très propre, très belle, et les capsules sont très belles. Parce qu'en fait, on dira ce qu'on veut, mais plus on rajoute de produits, moins de produits chimiques, conservateurs, antioxydants, moins en fait ces capsules elles ont de l'éclat. Et c'est vrai que si vous allez chercher une capsule de notre produit, la capsule elle est magnifique, elle est très belle, et voilà. Et du coup les gens sont contents, ils se disent on a une belle capsule. Alors maintenant ils veulent que le blister soit transparent pour que ça se voit. Mais pour des raisons marketing, mais encore une fois, les huiles essentielles de citron sont un peu sensibles à la lumière, donc on préfère avoir un truc opaque. Mais effectivement, le sujet pour nous, il est vraiment de faire en sorte d'avoir en fait des produits qui soient pas plus chers. Et la réalité, c'est que penser éco-responsable, si on pense en amont, c'est pas plus cher. Par contre, c'est sûr que si on a mal pensé au début et qu'il faut payer la transition, là, changement de cap complet. Là, c'est ça. C'est vu que tu l'as pris, t'as fait toute cette démarche de base. Du coup, c'est pour ça que ça a pu avoir un prix acceptable. Oui, mais c'est quand même important de le dire. C'est pas plus cher. C'est quand même pas plus cher de faire bien, et contrairement à ce qu'on pense, se lancer là-dedans, c'est pas une galère économique. Non, c'est quelques contraintes, mais ça se gère très bien. Et en plus,
ça génère de la satisfaction. Je pense que les clients sont contents au bout. Alors ils savent peut-être pas que tout est green dans la capsule, mais ils la trouvent jolie. Quelque part, c'est déjà une satisfaction pour eux. Et c'est des retours qu'on a d'ailleurs, parce que c'est des gens qui disent la capsule est super belle, donc ça c'est sympa. Voilà, et puis le produit, les gens quand ils regardent la notice, ils voient que c'est 100% naturel, ils sont contents. Et les gens qui ont bossé dans l'usine à Ploermel, ils savent que c'est eux qui ont fait les premiers médicaments 100% naturels, que sur cette chaîne-là, tout a été pensé pour essayer de limiter les dépenses entre guillemets superflues vis-à-vis de l'environnement, et les gens sont contents. Ça donne un sens supplémentaire, quoi. Voilà, et au bout du compte, c'est quand même la satisfaction de toute la chaîne qui compte. C'est-à-dire ceux qui se lancent là-dedans, soyez sûrs qu'au bout de la course, toute la chaîne sera contente en fait. Alors au début, il y a toujours les sceptiques qui vont voir la liste des ennuis, mais à la fin, il y a plutôt des gens enthousiastes qui sont contents d'avoir fait un truc qui a du sens, et puis voilà. Et puis nous, nos produits, les clients sont plutôt contents de les avoir, et donc c'est très bien. La satisfaction que tu as dû avoir en voyant ta première boîte vendue en pharmacie, ça doit être incroyable, quoi. Vu le parcours de combattant que ça a été. Alors non, c'est pas en pharmacie en fait que ça m'a fait quelque chose. Si on rentre dans l'émotionnel des succès, non, c'est la première fois que je suis allé dans l'usine qui met les étuis dans les boîtes. C'est en fait de voir le tapis roulant, et si tu vas sur le site internet de Sylveos, en fait, il y a une vidéo à la page d'accueil, et on voit les boîtes, et quand ça fait 10 ans que tu galères à te dire j'ai ma vision de mon produit 100% naturel, etc., et que tu les vois passer sur un tapis roulant, et le fait est que je les ai vus depuis le parking, parce qu'en fait on est arrivé, j'avais 5 minutes d'avance, et du coup je suis allé voir, il y avait des fenêtres et qu'on voyait depuis le parking, et je suis allé voir, et sur la ligne à ce moment-là il y avait mon produit qui passait. Mais clairement c'est une vraie satisfaction. Et quand je l'ai renvoyé d'ailleurs aux équipes de Ploermel, etc., quand on a eu la MM, on a fait une réunion de débriefing, ce qui se fait pas toujours, et en fait on a fait chez eux une réunion avec tous les gens qui ont bossé sur le produit. Et on leur a amené du produit en disant voilà à quoi ça ressemble, parce qu'en fait dans une industrie pharma il y a personne qui voit le produit, c'est-à-dire que celui qui fait de la chimie analytique il a jamais vu le paquet final, celui qui fait de la logistique du paquet final il a jamais vu les capsules, bref, donc les gens ne voient pas et c'était vraiment une réunion hyper sympa de voir tous ces gens qui étaient contents ils étaient contents pour nous certes, mais je pense qu'ils étaient aussi contents d'avoir fait un truc inhabituel. Avoir un médicament 100% naturel, c'est tout le monde est content d'avoir fait, je pense. C'est stylé ça comme réunion, parce que c'est vrai que des fois ça arrive plus que régulièrement que les gens savent pas à quoi sert leur produit. Les gens qui fabriquent le produit savent pas vraiment à quoi sert le truc. Et d'ailleurs, ce qui pose beaucoup de problèmes en termes de protection personnelle et de trucs comme ça. Non, mais c'est nous qui avions demandé, parce qu'effectivement, là, je raconte l'histoire, elle est belle et tout, mais c'est quand même pris des galères de développement. Je vais pas vous la faire. On a eu tout bon du premier coup, mais on a eu pas mal de galères, etc. Et on a traversé tout ça tous ensemble. Et c'est vrai que quand on s'est retrouvé avec les équipes de Renault, de Next Pharma, c'était juste canon, quoi. On était là en disant ça y est, on a réussi, et si vous allez dans votre pharmacie dans quelques jours, parce qu'on les a vus avant le lancement commercial, parce qu'après c'est pas parce qu'on a la MM que c'est vendu, hein. Après il faut produire, il faut la déclaration de commercialisation, il faut que le dépositaire libère, faut que c'est pas le bout de la route encore. C'est pas sorti d'usine, c'est dans la pharmacie, hein. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc voilà, mais non, c'est assez sympa, et encore une fois, je pense que c'est sûr que si on avait un produit, si on avait été des cost killers avec un produit qui à l'arrivée était un peu toxique et tout, je pense que on n'aurait jamais eu ce type de réunion avec des gens contents, quoi. Parce que là, le fait qu'on est arrivé, les gens étaient tous contents. Et c'est plutôt un truc assez rare mais encore une fois, je pense que quand on travaille sur des trucs éco-responsables, et vraiment ceux qui hésitent, allez-y, parce qu'en fait, ça génère la satisfaction partout, quoi. C'est des projets qui ont bonne ambiance, quoi. Ouais, ce qu'ils font. Ça donne des good vibes, quoi. C'est-à-dire que, nous, quand on les a appelés, alors on était la petite boîte, donc déjà on n'était pas 50 à interagir avec eux, on est la petite boîte, on essaye de penser le mieux possible. Après on a d'autres interactions avec eux. Moi, je donne des cours à la fac de bioéthique, etc. Donc c'est des sujets avec lesquels on se croise, et les gens sont intéressés de voir que ils font quelque chose qui a un peu de sens, et l'objectif c'est pas juste c'est pas de faire du business, quoi. Bien sûr qu'on est obligé d'en faire parce que tout ça coûte très cher et qu'il faut à l'arrivée, mais notre objectif c'est quand même de dire
à la mère de famille, dans quelques années, nous, dans 4 ans, je pense qu'on aura 12 médicaments sur le marché et elle pourra soigner elle pourra soigner ses grands enfants qui sont adultes et toute sa famille, avec des médicaments 100% naturels, avec des packaging qui ont été pensés, etc. De se dire, on peut se soigner de façon éco-responsable. Et puis, moi, je trouve que c'est génial. C'est un premier pas vers, c'est top. Donc ça fait plus d'une heure là maintenant, avec les quelques soucis techniques, j'ai complètement perdu le fil, mais je crois qu'on va pas être bien loin de ça. C'est ça. Donc, Nick. Non, enfin, je sais pas si on a fait le tour, mais voilà, globalement, c'est possible de faire des médicaments éco-responsables. Et si on n'a pas la chance d'avoir des API, enfin des principes actifs comme nous, qui sont des produits naturels, il y a quand même plein d'aspects sur lesquels on peut s'améliorer, tous collectivement. Et moi, je fais gaffe maintenant quand je prends un médicament, ce qui m'arrive heureusement pas très souvent parce que j'ai la chance de pas être malade, mais il y a un paquet de fois où on se dit la boîte elle est énorme, le comprimé il est mouse, donc ça veut dire il y a plein de trucs comme ça où on se dit il y a peut-être moyen de faire un peu mieux d'un carton de changer un peu la taille de la notice, des petites choses, mais c'est comme ça qu'on va gagner, Qu'on a vu dans le communiqué de presse au départ, c'est une démarche qui commence à percoler, finalement. J'étais content de voir qu'il y avait pas que le carton plastique. Effectivement, la réduction du volume, ça fait vraiment la différence sur les quantités transportées, Ouais, c'est clair, mais il y a d'autres domaines dans lesquels il peut y avoir des réflexions. On a tous, ceux qui ont des enfants, ont reconstitué des sirops. Ça paraît complètement normal parce que en fait on reconstitue des sirops parce que le produit est instable, et quand le produit est stable en fait on vend des sirops. Sauf que du coup on vend des sirops, c'est-à-dire qu'on transporte en fait un volume énorme qu'on pourrait très bien parfois mettre en poudre et diluer a posteriori. Donc il y a des tas de petites choses comme ça, avoir des solutions concentrées, on peut avoir des sirops beaucoup plus concentrés quitte à les diluer à l'arrivée chez le patient. Ça pour le coup, ça serait hyper simple. La majeure partie des sirops qu'on a, on pourrait les concentrer x2, x3. Ça serait pas très compliqué parce qu'on est rarement aux limites de solubilité. Et en fait, ça permettrait de faire d'administrer des doses plus petites, c'est ça. Exactement. On pourrait faire des sirops. Diluer un sirop, c'est pas très compliqué. C'est du sucre, on rajoute de l'eau, c'est dilue. C'est sûr qu'alors après, ça serait moins stable dans le temps, mais ça pose la question de tous ces gens qui, comme beaucoup d'entre nous, ont des armoires à pharmacie pleines de trucs à moitié commencés. Et ils font le tri une fois tous les 3 ans. Ils ont des médicaments périmés depuis 2 ans. Enfin bon. Je rappelle que le cyclamède existe et qu'on peut emmener les médicaments qu'on n'utilise pas chez son pharmacien. On doit d'ailleurs le faire parce que c'est là où ils sont proprement incinérés, cyclamède, ils sont traités de manière la moins pire. Non, mais exactement. Mais le moins pire est déjà un très bon objectif en fait. C'est déjà faire mieux qu'avant. Si tout le monde se dit j'essaye sur tous les aspects de faire mieux qu'avant, c'est sûr qu'à l'arrivée on va bien avancer. Donc si des gens qui nous écoutent veulent te contacter pour poser des questions, comment est-ce que c'est le mieux de faire? Alors des questions. Alors sur le site internet malheureusement il n'y a pas de questions qui peuvent être posées parce que c'est pas autorisé quand on a des sites internet qui votent des noms de médicaments, puisqu'il ne faudrait pas qu'il y ait des avis, etc. Donc il faut pas que ça soit de la publicité. Non, sur mon profil LinkedIn je réponds si on me contacte. Et puis sinon non, j'ai même pas une adresse mail. Je peux en créer une. Je peux mettre un contact à silvios.com. Mais non, mais du coup sur LinkedIn ça me paraît pas mal. Donc Nicolas Tess, TE2SE. TE2SE. Voilà. Et donc effectivement, ils peuvent me contacter. Je serais ravi d'interagir. Et puis voilà. Puis les shifters aussi. N'hésitez pas à regarder ce que fait le cercle thématique santé. Il y a des grosses réflexions sur le jetable à l'hôpital, sur la gestion des gaz à l'hôpital, parce que ça aussi c'est un énorme sujet, les gaz de respiration, d'aspiration, etc. Donc il y a plein de sujets. Et effectivement, si vous avez un peu de... Il n'y a pas que le médicament, il y a aussi tous les consommables. Voilà, donc n'hésitez pas. Je sais pas si dans les autres podcasts il y aura la possibilité de discuter avec ces gens-là, mais c'est vrai que sur le dispositif médical, il y a un boulot de dingue à faire sur notre manière de gérer la question. J'ai un prochain épisode qui est prévu, qui va un peu commensurer justement la taille du problème, pour dire qu'on n'est pas en train de courir après des
bouts de trucs, quoi. C'est quand même un gros sujet, quoi. Ah ben je crois que je sais plus, j'avais lu un chiffre, mais je crois que c'est 10% des émissions de CO2 françaises, un truc comme ça. 9%, ouais. Et puis après, dans ces 9%, 50% c'est le médicament, quoi. Enfin, c'est. Ouais, non, mais c'est pour ça que c'est pas du tout neutre en fait. Quand on parle de ça, on parle pas d'un petit truc de détail en fait. Parce que les médicaments, ça reste quand même des produits de grande consommation. Ça, quand on regarde le volume en unité, c'est des produits qui sont consommés massivement par les Français. Mais bon, quand on a un rhume ou une angine, on est content. Hein. Donc, ouais, c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.